Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Chaque début d'année, la Chine dévoile ses grandes orientations économiques lors des 2 sessions. Et quelle perspective de croissance peut-on anticiper pour la Chine en 2025 et comment va évoluer la relation économique entre la Chine et l'Europe? Nous avons fait une émission spéciale avec BFM Business pour discuter de ce sujet et on va découvrir maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux nouvelles dynamiques économiques entre la Chine et l'Europe. Aujourd'hui, nous allons analyser comment la Chine oriente sa politique vers la relance de la consommation et quelles opportunités cela ouvre pour les investisseurs internationaux. Avec moi à Pékin, en duplex, la journaliste Majain, journaliste pour la chaîne CGTN français. Bonjour Majain. Bonjour Alexia, bonjour. Et aujourd'hui à Pékin, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau 2 experts pour éclairer le sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Ding Yifan, économiste chinois, et Adnan Ezarouni, directeur général de GTT en Chine et conseiller du commerce extérieur de la France. Merci à tous les deux. Merci, bonjour. Voilà, sur les plateaux de BFM Business, j'accueille Gilles Barissa, fondateur de l'IPEM, qui nous apportera son regard sur les relations économiques. Bonjour Gilles. Bonjour Alexia. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord d'écouter l'ambassadeur chinois en France, Monsieur Deng Lei. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, la coopération économique et commerciale entre les 2 pays a enregistré de grands progrès. D'abord, le montant des échanges commerciaux entre les 2 pays a atteint presque 80 milliards de dollars l'année dernière. En Chine, quand on parle de l'importation de la France, on pense aux appareils d'Airbus, on pense aux centrales nucléaires, mais en même temps, on pense aux produits agroalimentaires. Comme vous le savez, maintenant, 30% des vins importés par la Chine sont français. Des investissements croisés a atteint 27 milliards de dollars. Aujourd'hui, plus de 2000 entreprises françaises sont installées en Chine. Les équipementiers français sont parmi les principaux fournisseurs des fabricants d'automobiles chinois. Comme tout le monde le sait, les produits agroalimentaires ont un grand marché en Chine. Un grand producteur français des produits laitiers a installé une vingtaine de chaînes de fabrication en Chine. Il fournit chaque année 45 000 tonnes de fromage pour le marché chinois. C'est pourquoi, avec tous ces résultats, avec cette base solide, j'ai pleine confiance en coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la France. Voilà, Gilles Barissa, la Chine a fait connaître ses politiques économiques au début de l'année avec une attention particulière à la relance de la consommation pour soutenir la croissance. Comment est-ce que cette orientation peut-elle impacter les investissements étrangers et notamment les investissements européens ? Eh bien, comme vient de le dire monsieur l'ambassadeur, déjà, les affaires sont très importantes entre la Chine et la France. Et cette nouveauté de donner un coup de pouce à la consommation intérieure va être très positif. Cela veut dire que les Chinois vont acheter plus et donc ils vont acheter aussi des produits importés. Et la France joue un rôle dans ce sens-là avec un certain nombre de services et de prestations. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle. Merci. Majain. Et j'ai une question je vais adresser à Ding Yifan. En fait, cette fois, on voit que l'objectif de croissance a été fixé à 5%. Donc, oui. Pensez-vous que c'est réaliste cet objectif dans le contexte actuel? En fait, il y a quelques jours, dans son rapport du gouvernement, le Premier ministre Li Qiang a annoncé l'objectif du niveau de la croissance cette année. Oui, il a mis le niveau de la croissance du PIB à 5%. Alors que dans un contexte international difficile, l'objectif de 5% de croissance n'est pas chose facile. Car depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il lance une guerre de droits de douane contre tout le monde.
contre la Chine, contre l'Europe, contre le Japon, contre le Mexique, le Canada, etc. Donc cela va créer des difficultés extraordinaires pour le maintien de la chaîne de valeur à travers le monde. Et du coup, ça va avoir des impacts négatifs sur la Chine, car l'économie chinoise est profondément liée, impliquée dans l'économie mondiale, donc ça va avoir des effets négatifs. Néanmoins, le gouvernement chinois, cette année, ou à la fin de l'année dernière, au début de l'année, a pris des mesures pour encourager, pour stimuler la demande intérieure du marché de consommation. Je suis sûr que ça va relâcher un peu plus de capacité de consommation des marchés chinois. Car la Chine est en train de devenir le marché le plus important de consommation du monde. Et parce qu'à cause du Covid, à cause de la pandémie, etc., les consommateurs chinois n'étaient pas très enthousiasmés. D'autant plus qu'il y a une tendance à la baisse du marché immobilier et les gens se sentent un peu frustrés par le déclin du prix immobilier, etc., etc. Mais tout cela est en train de se stabiliser et les mesures prises par le gouvernement serviraient à encourager encore davantage la consommation. Donc on pense raisonnablement qu'il va y avoir un rebond de la consommation à partir au moins à partir du printemps, de l'été. Merci, Alexia. Oui, merci beaucoup. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de l'ambassadeur chinois en France. On a fixé l'objectif de la croissance pour l'année 2025 aux alentours de 5%, avec plus de 12 millions de nouveaux emplois et une baisse continue de consommation d'énergie par unité de PIB. Et cette croissance sera basée sur plusieurs piliers. D'abord, la relance de la demande domestique, et puis le développement de nouvelles forces productives, l'approfondissement de la réforme et l'ouverture de haut niveau, l'innovation et l'accélération de la construction d'un marché unique à l'échelle nationale et d'un système de manufacturation moderne. Nous allons également observer une politique budgétaire plus proactive et une politique monétaire plus souple. Bien sûr, toutes les politiques économiques du gouvernement chinois seront autour d'un objectif central, c'est-à-dire l'amélioration du bien-être social. Je suis sûr qu'avec tous les atouts que nous avons maintenant, nous allons réussir cet objectif. Parmi ces atouts, je cite quelques-uns. D'abord, un marché d'1,4 milliard d'habitants, dont plus de 450 millions d'habitants à revenus moyens. Une base solide économique accumulée depuis la fondation de la République populaire de Chine et surtout depuis la réforme et l'ouverture vers l'extérieur. Et un système d'éducation efficace. Nous avons chaque année plus de 10 millions de nouveaux diplômés, dont la moitié d'ingénieurs. Et cette force d'innovation et le développement de nouvelles forces productives qui va nous donner un nouvel élan dans le développement de qualité. Alors Adnan, en tant que professionnel qui s'est implanté en Chine pendant près de 10 ans maintenant, quel est votre point de vue sur cet objectif de croissance et quels sont les messages qui sont les plus importants pour vous et selon vous? Alors selon moi, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un objectif assez ambitieux, 5%, compte tenu de la situation actuelle et des de la situation exogène du pays. Pour citer deux cas, l'immobilier est toujours en période de consolidation, la croissance en Chine, la démographie est toujours en légère baisse, donc ça n'aide pas à avoir une croissance positive. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres domaines qui ont le vent en poupe. La Chine investit énormément dans les énergies bas carbone, énergie verte, ça amène à beaucoup de grands projets nationaux, ce qui stimule la croissance.
et également les nouvelles technologies, comme on peut le voir. Et bien entendu, finalement, le gros potentiel qui est la demande domestique, on a tout à faire là-dessus. Donc, ce qu'on peut dire in fine, c'est qu'historiquement, la Chine a toujours tenu ses objectifs. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait que le gouvernement va trouver les leviers, les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif de 5%. Alors, j'ai une question pour Gilles Barissa à Paris. Monsieur Ding Yifan a parlé du contexte international, surtout avec l'arrivée du Trump au pouvoir. Alors, selon vous, comment va évoluer la relation économique entre la Chine et l'Europe dans ce contexte ? Alors justement, donc cette imprévisibilité de la politique américaine fait qu'il y a de grandes opportunités justement entre les relations pour la Chine et l'Europe. Et il est bien évident que la Chine a tout intérêt, et l'Europe également, à essayer de collaborer ensemble le plus possible, comme ça a été déjà beaucoup initié. Et comme on le dit, il y a de grandes opportunités de collaboration entre les entreprises européennes, françaises, chinoises, je veux dire les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, qui peuvent travailler dans de grands domaines intéressants comme la santé, l'intelligence artificielle, bien sûr, les biotechnologies, les développements bas carbone, même les équipements aéronautiques, équipements automobiles. Donc il y a pour les entreprises françaises et chinoises des choses tout à fait positives à monter pour la collaboration, et une collaboration très fructueuse. Voilà, effectivement, on va y venir sur ces secteurs en plein essor et qui sont intéressants à la fois pour l'Europe, la France, la Chine. Monsieur Ding Yifan, est-ce que l'économie chinoise peut relever le défi et comment est-ce qu'elle va évoluer, cette relation économique entre la Chine et l'Europe cette année, avec tout ce contexte politico-économique qui est en train de se passer? Comment vous le voyez? En fait, oui, comme vous avez bien signalé, la Chine a relevé beaucoup de défis en fait dans ce domaine-là. Il y a le contexte international qui n'est pas très favorable, il y a la confrontation entre la Chine et les États-Unis. L'Europe voit une bonne opportunité de revenir sur la coopération avec la Chine, parce qu'elle hésitait entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, elle n'a plus de choix du côté de l'administration Trump. Et la Chine va aussi chercher davantage des sorties vers le marché européen. Et en fait, il y avait beaucoup de projets de coopération en vue entre l'Europe et la Chine, mais tout cela à cause d'une dispute un peu bête entre le Parlement européen et la Chine. Donc le projet déjà réalisé, déjà atteint sous l'impulsion de chancelier Angela Merkel à l'époque, et en Chine, le Premier ministre Li Keqiang, etc. Puis maintenant, le projet a été suspendu. Et je pense que c'est probablement le moment de revoir le projet de coopération globale entre l'Europe et la Chine pour faire revivre l'élan de coopération et de développement. Car si on regarde par exemple le marché européen, il y a aussi un manque d'élan de développement. Alors qu'en Chine aussi, on manque un peu d'initiative ou de stimulus, d'élan dans la croissance chinoise. Bien que le gouvernement chinois ait décidé d'ouvrir son marché aux sociétés de services étrangères, etc. En fait, après le Covid, il n'y a pas encore beaucoup d'investissements dans ce secteur. Donc je pense que cette année, comme le gouvernement chinois va insister davantage sur l'élargissement de la consommation intérieure chinoise, donc il y a plein d'opportunités pour des entreprises européennes, en particulier françaises, de venir voir les opportunités dans le domaine, comme vous avez signalé, dans le domaine de santé, d'éducation, d'entraînement, de formation professionnelle, même aussi dans le domaine des jeux ou de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc il y a encore beaucoup d'opportunités de coopération
et d'exploration du marché chinois. Et merci, M. Denivin. Effectivement, on parle beaucoup de la coopération entre la Chine et l'Europe au niveau d'entreprise. Annan, effectivement, on voit que beaucoup d'entreprises européennes ont une expertise dans le développement durable et vous avez aussi évoqué beaucoup de secteurs qui sont très prometteurs. Alors, comment analysez-vous les opportunités à saisir dans ce contexte en tant que professionnel? Alors vous l'avez bien dit, effectivement l'Europe a une expertise historique sur le renouvelable, sur la protection de l'environnement. Et la Chine a signé l'accord de Paris et s'était engagée, il ne s'est pas désengagé en tout cas. Donc il y a une opportunité assez claire pour les entreprises européennes à collaborer avec les entreprises chinoises. C'est déjà le cas aujourd'hui, il y a énormément de projets qui sont faits ensemble. Et je pense que ça va continuer. Les entreprises chinoises sont très friands de toutes les innovations européennes dans la protection de l'environnement, sur les technologies bas carbone ou zéro carbone, ou tout ce qui est dans la protection de la faune et la flore. Donc je pense que c'est une opportunité pour nous, Européens, de collaborer avec toutes ces initiatives qu'il y a en Chine. Alors Gilles Barissa, on vient d'entendre effectivement de belles perspectives. On a entendu parler des produits laitiers, mais aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de ce type de produits. Cette politique de relance, elle bénéficie surtout les secteurs des smartphones, de l'automobile et des appareils électroménagers. On y voit aussi un accent mis sur le secteur de l'intelligence artificielle, vous l'avez vous-même cité, de la 6G également par exemple. Quelles opportunités est-ce que ça peut créer pour les investisseurs internationaux et notamment les Français bien sûr? Alors, bien sûr, cette relance, elle bénéficiera d'abord aux industriels chinois, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que les Français, par leurs compétences, par leur savoir-faire, peuvent participer et collaborer avec les entreprises chinoises pour justement profiter également de cette relance économique très importante. Donc, dans des domaines où la France est bien disante, où la France est très compétitive, je le répète, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'aéronautique, comme ça a été dit, dans le développement durable, tout cet ensemble de secteurs, la France peut collaborer avec des entreprises chinoises et c'est tout l'intérêt de ce que nous faisons, nous, dans l'IPEM, où nous amenons des entreprises avec des fonds d'investissement pour justement faire des joint ventures et profiter de ce nouveau développement. Merci, très intéressant Gilles. Je vous propose d'écouter notre dernière vidéo de l'ambassadeur chinois en France. Comme la deuxième économie du monde, un développement soutenu de la Chine est toujours une opportunité pour tout le monde. Et puis, la relance de la demande intérieure de la Chine va libérer certainement davantage le potentiel d'exportation des produits français vers le marché chinois. Et le développement de nouvelles forces productives va élargir le champ de coopération pour les entreprises françaises et chinoises dans les domaines de l'énergie verte, de biopharmacie, de l'intelligence artificielle, de fabrication de haute qualité et intelligente. Pour un exemple, l'année dernière, une entreprise chinoise et une entreprise française se sont mis d'accord pour produire le carburant d'aviation durable avec les graisses usagées. Et je suis sûr qu'avec une ouverture de haut niveau, beaucoup d'entreprises françaises vont trouver de nouvelles opportunités pour coopérer avec les entreprises chinoises et ils auront un marché beaucoup plus large dans l'avenir. Et parlons d'investissement, j'aimerais bien savoir, M. Ding Fan, on voit que cette fois la Chine réduit son objectif d'inflation à 2%. Et est-ce qu'il y aura un impact sur les marchés financiers et les flux d'investissement? En fait, oui, l'objectif de l'inflation, le taux d'inflation était toujours autour de 2% en Chine, pour bien des années. En fait, il y a quelques années, comme il n'y avait pas suffisamment de demande extérieure, la Chine était plutôt menacée par une espèce de déflation. Le taux d'inflation était très bas. Surtout lorsqu'on regarde, par exemple, le niveau de PMI, donc le niveau de l'inflation pour les gestionnaires des produits industriels, etc. Le niveau de l'inflation a été très bas, très bas.
Ce qui fait que, quand le gouvernement fixe l'objectif de l'inflation à 2%, on peut atteindre le problème. Le seul souci, c'est d'avoir un taux d'inflation trop bas pour relancer l'économie. Car les investisseurs hésiteraient à investir davantage s'il n'y a pas suffisamment de demande sur le marché. Parce que une demande faible fait que le taux d'inflation était maintenu relativement bas. De ce point de vue, je pense que le contexte international est favorable à cela. Parce qu'à un moment donné, la Chine était menacée par une inflation importée. Car à un moment donné, avec un changement de politique monétaire aux États-Unis, eh bien, il y a une tendance de fuite de capitaux. La fuite de capitaux fait que le taux de change de la monnaie chinoise était en baisse. Du coup, les produits importés sont devenus plus chers. Et ça a eu des impacts inflationnistes, des effets inflationnistes sur l'économie chinoise. Mais maintenant, la tendance a été renversée. La monnaie chinoise tend à se renforcer davantage vis-à-vis du dollar. Donc, il y a plus de menaces de l'inflation importée et due à la capacité de production industrielle très forte de Chine. Donc, il n'y a pas de risque d'inflation cette année, en 2025. Je pense que tout est normal. L'objectif de 2% de l'inflation sera maintenu, même si on veut doper un peu l'économie, il faut probablement un taux d'inflation un peu plus fort, plus élevé pour stimuler la demande, pour stimuler l'investissement. C'est un équilibre délicat entre contrôler l'inflation et stimuler l'économie. Oui. Alexia. Oui, Gilles, alors l'IPM joue un rôle clé pour justement la mise en relation entre les investisseurs français et chinois. Est-ce que vous voyez un regain d'intérêt des fonds occidentaux pour la Chine, même malgré ce contexte, ou surtout grâce à ce contexte? Comment ça se passe? Comment vous sentez le terrain? Alors, bien sûr, la situation s'améliore, comme on vient de le voir. Et dans ce cadre-là, les fonds d'investissement sont de plus en plus intéressés par monter des opérations conjointes entre des sociétés françaises et des sociétés chinoises. Donc, c'est très, très positif. Ce sens-là, si vous voulez, c'est dans un sens de collaboration, c'est-à-dire vraiment bâtir des joint ventures entre sociétés chinoises et françaises pour faire développement internationaux, en s'appuyant sur les qualités de chaque partie, c'est-à-dire des capacités de travail très importantes en Chine, avec du personnel très qualifié et des compétences européennes intéressantes qui peuvent se marier et faire des développements très intéressants. Vous sentez que l'Europe a envie de se rapprocher de la Chine? Oui, cette année en particulièrement. L'Europe, bien sûr, veut se rapprocher de la Chine, et la Chine aussi y a intérêt. Il y a un intérêt et il y a vraiment un sentiment fort de rapprochement, incontestablement. C'est intéressant. Madjane, c'est à vous. Alors, on approche un peu la fin, et Anna, on a fait beaucoup d'analyses sur le contexte et la situation économique en Chine. Et quel genre de conseils donnerez-vous aux entreprises françaises ou européennes qui veulent saisir les opportunités en Chine? Alors moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse ressentir, l'investissement en Chine reste extrêmement attractif. Les fondamentaux sont toujours là. C'est un pays très intégré, une supply chain extrêmement puissante. Donc, c'est toujours il y a toujours beaucoup d'opportunités à l'investissement en Chine. Ce qu'il faut bien maîtriser, ne pas mettre de côté, c'est qu'il faut bien comprendre le marché local, il faut bien comprendre la réglementation, parce que ce sont des dynamiques assez différentes par rapport à ce qu'on a en France ou en Europe. Et donc le rythme est différent, la demande et les mécanismes autour de la demande sont différents. Et la réglementation sont des choses à étudier et pas à survoler. Donc ça, c'est ma recommandation. Ok. Alexia. Une question justement pour M. Ding Yifan. Comment vous voyez les nouveaux secteurs et les nouvelles opportunités qui peuvent être intéressantes pour les entreprises européennes? En fait, oui, il y a beaucoup de secteurs qui sont ouverts dans les approches et les nouvelles approches du gouvernement chinois. La Chine ouvre davantage son marché
qui étaient fermées. Par exemple, dans le secteur de services, il y a beaucoup d'opportunités. Dans le domaine de technologies raffinées, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'automation des outils de travail, etc., etc., il y a plein d'opportunités de coopération. En fait, autrefois, la coopération était à sens unique, car la France était d'origine de beaucoup de technologies avancées. Les entreprises françaises exportaient des technologies à la Chine. Maintenant, ce serait une opportunité de coopération vraiment à deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises chinoises qui possèdent des technologies de pointe. Même au niveau international, ce sont des technologies vraiment très avancées. Et là, on pourrait engager une espèce de coopération à deux sens. À la fois, si les entreprises françaises qui cherchent à avoir accès à des technologies très avancées dans le domaine de l'énergie renouvelable ou dans le domaine de l'intelligence artificielle, une espèce de coopération avec des entreprises chinoises serait profitable, à la fois pour leur business, pour leurs affaires sur le marché chinois, aussi au retour pour leur présence sur le marché européen. Et ça, c'est pratiquement une nouveauté dans le domaine de coopération entre la Chine et l'Europe. Et j'ai une question pour Gilles Barissa à Paris. Et comment accompagnez-vous alors les entreprises qui souhaitent investir en Chine? Oui, alors M. Ding a tout à fait raison. C'est une collaboration. Donc nous faisons ce salon qui s'appelle IPEM, qui va avoir lieu à Wuxi fin octobre. Et là, nous amenons des fonds tels que Raseo, le Crédit Agricole, CAPSA, également Air Green Invest, Tikeo, des gens qui y prennent des sociétés européennes, françaises, et qui les amènent là-bas rencontrer des sociétés qui font le même travail, qui cherchent des collaborations pour monter des joint ventures. Donc c'est ce travail de collaboration dont parlait M. Ding qui est très important et qui est en ce moment très porteur et qu'il faut vraiment développer parce que la géopolitique et les perspectives sont là pour une réussite. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. Je voulais tout particulièrement remercier Madjain qui a co-animé cette émission avec moi, la chaîne CGTN français et bien évidemment tous nos invités sur le plateau à Pékin et en France, Monsieur Ding Yifan, Adnan Ezarouni et Gilles Barissa. Merci également à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette émission, de ce hors-série spécial sur les avancées économiques et diplomatiques entre la France et la Chine. Merci à tous. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.